Nous allons maintenant aborder dans un paragraphe 5 les conseils de prud'homme. Le conseil de prud'homme, c'est une juridiction d'exception qui est compétente pour trancher les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, et cela quel qu'en soit le montant. Les conseils de prud'homme, ils ont eux aussi une origine ancienne. Alors pas aussi ancienne que celle des tribunaux de commerce, mais quand même assez ancienne puisque leur ancêtre, c'est une juridiction qui existait à Lyon sous l'Ancien Régime, dans le milieu des fabricants d'étoffes en soie, le milieu des soyeux. Cette juridiction, elle était chargée de concilier les fabricants de soie et leurs ouvriers en cas de litige, et à défaut de trancher ces litiges. Cette juridiction, elle était paritaire, c'est-à-dire qu'elle comprenait un nombre égal de représentants des patrons et de représentants des ouvriers. Et on trouve donc dans cette juridiction de l'Ancien Régime les deux traits essentiels des conseils de prud'homme d'aujourd'hui. D'une part, l'importance de la conciliation, et d'autre part, le caractère paritaire. Autant de juges représentant les employeurs que de juges représentant les employés. Alors cette juridiction, elle a été supprimée sous la Révolution en raison de son caractère corporatiste. Mais, à l'occasion d'un voyage de l'empereur Napoléon Ier dans la ville de Lyon, les habitants de Lyon en ont demandé le rétablissement. Et une loi du 18 mars 1806 a alors permis de créer un conseil des prud'hommes à Lyon et également dans toutes les villes où l'activité économique le nécessiterait. Alors au fur et à mesure, cette juridiction s'est évidemment répandue dans toute la France et depuis une loi du 18 janvier 1979, il y a au moins un conseil de prud'homme dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Il peut y en avoir plus, si l'activité industrielle le nécessite. Ainsi, avant la réforme de la carte judiciaire, il y avait 271 conseils des prud'hommes, alors qu'il n'y avait que 180 tribunaux de grande instance. La réforme de la carte judiciaire, là aussi, est intervenue. En l'espèce, il s'agit pour les conseils de prud'homme d'un décret du 29 mai 2008, et cette réforme a décidé de supprimer 61 de ces juridictions. Les conseils de prud'homme ne sont donc plus qu'au nombre de 210 aujourd'hui. Alors, avant d'envisager l'organisation des conseils des prud'hommes, il faut malheureusement souligner le fait que la justice prud'homale ne fonctionne pas d'une manière satisfaisante. Très peu d'affaires sont résolues par le biais de la conciliation. 5,5% seulement en 2013. Et ça souvent parce que l'employeur ne se présente pas à l'audience de conciliation. Le taux d'appel. Le taux d'appel, il est ici de 60%, contre 10 à 15% en moyenne pour les autres juridictions civiles. Et les délais de jugement, ils sont beaucoup trop longs. 15 mois en moyenne, alors que c'est un peu plus de 7 mois pour un tribunal de grande instance. Un rapport a été remis à ce sujet en juillet 2014 à la garde des Sceaux. Et ce rapport propose, outre une importante réforme de la procédure prud'homale, une obligation de formation initiale des conseillers. Une formation de 15 jours qui serait dispensée par l'École nationale de la magistrature et l'École nationale des greffes. Et une obligation également de formation continue. Il y aurait une semaine de formation continue par an qui serait dispensée par les cours d'appel. Ce souhait d'une réforme de la justice prud'homale, il se retrouve également dans une note qui a été publiée par le ministère des Finances au mois d'octobre 2014. Et tous ces souhaits, eh bien, ils ont été entendus dans le projet de loi relatif à la justice commerciale et au Conseil des prud'hommes, qui a été rendu public par le ministère de la Justice, vous le savez, le 13 novembre 2014, et aussi dans l'actuel projet de loi Macron, tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 février 2015. Alors cette précision étant apportée, abordons l'organisation du Conseil des prud'hommes.
Pour permettre aux conseillers prud'homaux d'être le plus possible au fait des usages de chaque profession, le Conseil des prud'hommes est divisé en 5 sections spécialisées correspondant à des activités professionnelles différentes. Il y a la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture, et puis, pour tout le reste, la section des activités diverses. Et attention, il s'agit là d'un véritable cloisonnement du Conseil des prud'hommes, car chaque section n'est compétente que dans son domaine de spécialisation. Chaque section va comprendre au moins 3 conseillers employeurs et 3 conseillers salariés. Ces conseillers prud'homaux, ils ne sont pas des magistrats de carrière, comme pour les tribunaux de commerce. Là aussi, la nécessité d'une bonne connaissance des usages professionnels et des conventions collectives a fait préférer des juges élus à des magistrats issus de l'École nationale de la magistrature. Les juges sont donc ici élus et élus pour un mandat de 5 ans. Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, section par section, avec à chaque fois 2 collèges distincts, le collège des employeurs et le collège des salariés. En l'occurrence, les dernières élections ont eu lieu le 3 décembre 2008, avec là aussi un taux de participation très faible, 25,5%, s'agissant du collège des salariés, c'était le plus bas niveau en 30 ans, et 31,5% s'agissant du collège employeur. Alors, du fait de cette très faible participation et du coût de ces élections, les élections qui devaient avoir lieu en 2013, elles ont été repoussées à 2015. Et finalement, le gouvernement a choisi de changer le mode de désignation des conseillers prud'homaux en abandonnant l'élection, au profit d'une désignation en fonction de la représentativité syndicale. Alors ceci a été rendu possible en raison de l'instauration par une loi du 5 mars 2014 d'un nouveau mécanisme de mesure de la représentativité patronale, lequel n'existait pas auparavant. Et à la suite de cela, une loi du 18 décembre 2014 a décidé, d'une part, de proroger le mandat des actuels conseillers prud'homaux jusqu'au 31 décembre 2017, et d'autre part, elle a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, afin de réformer le mode de désignation des conseillers prud'homaux. Si le Conseil des prud'hommes a une activité importante et s'il a un grand nombre de conseillers, par exemple, il y a 832 conseillers prud'homaux à Paris, chaque section peut être subdivisée en plusieurs chambres. Chaque section du Conseil des prud'hommes ou chaque chambre, en cas de subdivision des sections, comprend toujours 2 bureaux. Le premier bureau, c'est le bureau de conciliation, qui comprend un conseiller prud'homal employeur et un conseiller prud'homal salarié. Tout litige doit en principe faire d'abord l'objet d'une tentative de conciliation avant d'être jugé. On peut remarquer ici que l'actuel projet de loi Macron, tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 février 2015, ce projet actuellement prévoit de remplacer ce bureau de conciliation par un bureau dit de conciliation et d'orientation. Le projet renforce en effet les attributions du bureau de conciliation, puisqu'il est prévu, d'une part, que le futur bureau de conciliation et d'orientation pourra juger l'affaire si le défendeur, en pratique l'employeur, ne se présente pas à l'audience de conciliation. Et puis il est aussi prévu d'autre part que ce bureau peut orienter l'affaire soit vers la formation ordinaire, soit vers la formation restreinte du bureau de jugement, ce qui nous conduit bien sûr à envisager à présent ce second bureau existant au sein du Conseil de prud'hommes. Si la conciliation des parties ne peut pas être obtenue, l'affaire est alors portée devant ce second bureau, le bureau de jugement, comprenant 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés dans sa formation ordinaire actuelle. Maintenant, l'actuel projet de loi Macron prévoit que le bureau de jugement pourra également statuer dans une formation restreinte
ne comprenant plus qu'un seul conseiller employeur et un seul conseiller salarié. Le renvoi devant la formation restreinte pourra être décidé par le bureau de conciliation et d'orientation en matière de licenciement ou de résiliation judiciaire du contrat de travail, avec l'accord des deux parties en litige, et dans ce cas, la formation restreinte devra juger dans un délai de 3 mois. Pour les autres demandes, le renvoi aura lieu soit à la formation normale de jugement, soit à cette formation présidée par le juge départiteur si les parties le demandent, en raison de la nature particulière du litige, ce qui nous conduit à présent à envisager ce qu'est le juge départiteur. En cas de partage des voix, ce qui arrive plus souvent aujourd'hui, il y a un peu moins de 20% de partage des voix aujourd'hui contre seulement 7% en 1996. En cas de partage des voix, il est fait appel à un juge départiteur qui ne représente ni les employeurs ni les salariés. Ce juge départiteur, c'est un juge du tribunal d'instance qui est nommé à cet effet par l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel. Et l'affaire va être alors rejugée à nouveau par le bureau de jugement, sous la présidence de ce juge du tribunal d'instance, et cette fois, comme le nombre est impair, bien sûr, une majorité va pouvoir se dégager. Notons que là aussi, l'actuel projet de loi Macron innove, puisqu'il prévoit de remplacer le juge d'instance par un juge du tribunal de grande instance en tant que juge départiteur. Enfin, intéressons-nous à la présidence du Conseil des prud'hommes. La présidence du Conseil des prud'hommes est elle aussi marquée par la parité. Chaque année sont élus un président et un vice-président. Si une année le président est un conseiller employeur, le vice-président doit être un conseiller salarié. Et l'année suivante, ce sera l'inverse. Le président sera un conseiller salarié, le vice-président un conseiller employeur, et ainsi de suite tous les ans. On dit qu'il y a une alternance annuelle de la présidence. Alors ce président du Conseil des prud'hommes, il a des tâches administratives. Il organise le travail du Conseil, comme les présidents des autres juridictions. Mais, à la différence des autres présidents des autres juridictions, eh bien, lui, il n'a jamais d'attribution juridictionnelle parce que ce serait contraire à la règle de la parité. C'est ainsi que les mesures urgentes ne sont pas ordonnées par le président. Elles sont ordonnées par une formation spéciale qu'on appelle la formation des référés, formation qui comprend un conseiller employeur et un conseiller salarié. Venons-en maintenant, dans un paragraphe 6, aux tribunaux paritaires des bureaux. Les tribunaux paritaires des bureaux sont des juridictions d'exception qui sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux bureaux, quel qu'en soit le montant. Ce sont des juridictions relativement récentes, puisqu'elles ont été créées pendant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence par une loi du 4 septembre 1943. Il y a, en principe, un tribunal paritaire des bureaux au siège de chaque tribunal d'instance. Ce tribunal paritaire des bureaux, nous n'allons pas beaucoup nous y attarder, il a une importance assez limitée. Notons simplement qu'il a une structure qui, en quelque sorte, cumule les particularismes. Elle est à la fois échevinale, élective et paritaire. Ce tribunal est en effet composé d'une part d'un président, qui est un magistrat de carrière, un juge du tribunal d'instance, et puis d'autre part de 4 assesseurs, qui eux sont des juges élus pour une durée de 6 ans. Donc, on voit ici l'application de l'échevinage. Et parmi les 4 assesseurs, eh bien, 2 représentent les bailleurs et 2 représentent les preneurs à bail, d'où le caractère paritaire. Enfin, nous allons en terminer avec les juridictions civiles du premier degré, en voyant dans un paragraphe 7 les juridictions de la sécurité sociale.
Dans les juridictions de la sécurité sociale, ce sont là encore des juridictions d'exception, des juridictions très récentes, puisqu'elles ont été créées à la Libération par une loi du 24 octobre 1946. Ces juridictions connaissent deux sortes de litiges. Il y a d'une part des litiges à caractère médical, relatifs au contentieux de l'incapacité, de l'invalidité et de l'inaptitude au travail. Est-ce que telle personne a eu une incapacité de travailler de 30% ou bien de 60% par exemple? Et puis il y a d'autre part des litiges juridiques relatifs aux droits de la sécurité sociale, par exemple des litiges relatifs à l'obligation de cotiser ou au droit à tel ou tel remboursement. Deux catégories de contentieux, donc. Deux catégories de contentieux auxquelles correspondent deux catégories de juridiction. Le contentieux technique de la sécurité sociale, il est confié tout d'abord, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel siège auprès de chaque direction régionale de la sécurité sociale. Depuis l'entrée en vigueur d'une ordonnance du 8 juin 2005, ce tribunal est composé de 3 membres, un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants. Le contentieux juridique à présent. Le contentieux juridique opposant la sécurité sociale et ses usagers, lui, il est confié au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Ce tribunal des affaires de la sécurité sociale, il a une structure échevinale, paritaire, mais cette fois elle n'est pas élective. Comme le tribunal paritaire des bourreaux, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est en effet présidé par un magistrat de carrière, qui est un magistrat du tribunal de grande instance désigné à cette fonction par le président de la cour d'appel. Ce magistrat professionnel, il est assisté par 2 assesseurs non professionnels, l'un qui représente les employeurs, l'autre qui représente les salariés. Mais, en revanche, à différence du tribunal paritaire des bourreaux, ces assesseurs, cette fois, ils ne sont pas élus. Ils sont nommés pour 3 ans par le premier président de la cour d'appel, sur une liste qui est dressée par le directeur régional de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. Et il en va de même dans le cas du tribunal du contentieux de l'incapacité, où on va trouver la même structure. Maintenant, quelle que soit la juridiction civile qui a rendu le jugement, l'affaire peut en principe être rejugée en fait et en droit par une juridiction du second degré, hiérarchiquement supérieure. Toutefois, dans le cas particulier du contentieux technique de la sécurité sociale, il faut savoir qu'il existe une juridiction du second degré qui est spécifique. Une juridiction qu'on appelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Une cour dont le siège est à Amiens. En dehors de ce cas particulier, la juridiction du second degré est toujours une cour d'appel.